Amis camping-caristes, bonjour. Allez, nous continuons sur de la technique. Alors juste une petite aparté parce qu'il y a quelques personnes qui m'écrivent. Bon, c'est assez régulier, comme quoi mes vidéos sont longues. Et effectivement, mes vidéos sont longues. Pourquoi? Parce que j'aime bien rentrer dans le détail, expliquer tout. Il y a plein de chaînes qui vous disent que achetez ce chauffage-là, achetez cette batterie-là, c'est la meilleure, je vous le garantis, je l'ai testé, ça marche impeccable. Moi, je ne me contente pas de ça. Moi, j'ai besoin de mesurer, de m'appuyer sur des choses scientifiques. Bon, c'est un grand mot, scientifique, mais au moins sur des choses mesurables, calculables, liées à la physique. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Si vous me suivez, vous savez que depuis un certain temps, je me suis lancé dans l'élaboration, dans le développement d'un chauffage gasoil, mais qui fait plus que chauffer d'une manière, je dirais, classique, puisque ça, moi je l'appelle un chauffage thermoélectrique. C'est-à-dire que quand vous chauffez votre camping-car, vous produisez de l'électricité qui compense la consommation du chauffage, mais en plus chargera vos batteries lithium avec des puissances assez significatives quand même. Alors, dans la vidéo 55, je regarde un peu au-dessus parce que en vieillissant, on commence à perdre un peu la mémoire. J'avais expliqué comment récupérer de la chaleur sur un chauffage, sur le pot d'échappement. Et puis, bon, les idées viennent, et après, je me suis dit, mais pourquoi pas fabriquer un chauffage? On part de zéro, d'une feuille blanche, on fabrique les échangeurs, on intègre dedans les cellules Sidbik pour fabriquer de l'électricité. Et ça, c'est la vidéo 56. Voilà. Et toujours en avançant dans mes réflexions, je vais construire une maquette grandeur nature. Alors, le chauffage ne fonctionnera pas, mais je vais y intégrer des échangeurs, des ventilateurs, des éléments de mesure, et tout ça fera qu'on aura un système hyper performant. Il fera également la clim. Alors, tout l'intérêt de tout cela, c'est de pouvoir parler de différentes technologies, et puis je vais vous faire partager mes connaissances, même s'ils ne sont pas très élevés. Et j'avais déjà parlé il y a un certain temps de l'humidité de l'air, dans la vidéo numéro 3, humidité de l'air, comment être sûr. Donc j'avais parlé du diagramme psychrométrique, comment savoir si votre hygromètre qui affiche 50%, c'est réellement 50% ou pas. Donc là, on utilise le diagramme psychrométrique avec des sondes de température, avec bulbe humide, bulbe sec. Bon, regardez la vidéo 3, c'est plus simple. Dans la vidéo 4, j'avais toujours utilisé le diagramme psychrométrique pour parler des climatiseurs adiabatiques. C'est-à-dire c'est des climatiseurs où on met de l'eau sur un média, l'air passe à travers et on refroidit l'air autant que possible, mais rien à voir avec un chauffage, un climatiseur classique, puisque les climatiseurs adiabatiques, d'ailleurs ils ne l'appellent pas réellement climatiseur mais rafraîchisseur d'air, ça amène beaucoup d'humidité dans le camping-car, et quand il fait lourd et humide dehors, ça ne marche plus. Bon, ça, c'est la vidéo numéro 4. J'avais aussi dans la 9, vidéo 9, parlé de la condensation sur les vitres. Voilà, expliquer un petit peu, toujours à l'aide d'un diagramme, comment ça allait fonctionner. Et on va revenir là-dessus. Et dans le développement de mon chauffage gasoil thermoélectrique, je vais avoir besoin de composants qui vont me permettre d'optimiser tout cela. Mais l'avantage de parler de ces composants-là, c'est qu'on va discuter de physique, et on va revenir sur le diagramme psychrométrique dans cette vidéo. Alors, il y a un élément, et puis surtout aussi maintenant, j'intègre de plus en plus la programmation de l'ESP32, hein, c'est un petit processeur qui est comme ça, là, voilà. Et là, on va parler de comment lire une température. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est des thermomètres, hygromètres que j'utilise. Alors, celui-ci, on peut mettre une sonde dessus pour mesurer contre une tuyauterie ou autre
la température. Si vous regardez toutes mes vidéos, j'utilise ça, j'en ai une quantité industrielle, notamment dans le camping-car. Je crois que j'en ai 14 dans le camping-car qui mesurent la température extérieure, l'hygrométrie, la température dans le frigo, dans le congèle, dans l'évaporateur, derrière le frigo, sur ma clim, au soufflage, à la reprise. Voilà, j'en ai partout. Et moi, je m'excuse si je suis long pour les gens qui n'ont pas la patience d'aller jusqu'au bout. Il faut mesurer pour pouvoir comprendre les choses. Et regarder sur des diagrammes à quoi ça sert, et ça permet de comprendre ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire voir un petit programme que vous pourrez télécharger qui dialogue avec cette sonde-là. La petite sonde que je vous ai fait voir. Alors, cette sonde-là, elle n'est pas, dialogue pas en LoRa, c'est une méthode de communication. Elle dialogue en Bluetooth, Bluetooth BLE, Low Energy, c'est-à-dire que c'est un Bluetooth qui est pas le même au niveau programmation que celui qu'on utilise pour mettre des casques audio ou autres, qui fonctionne en permanence. Celui-ci peut passer en mode veille. C'est ce que fait ces sondes-là, c'est-à-dire qu'ils se mettent en veille, et tous les 5 secondes, ils envoient 3 informations, la température, l'hygrométrie, et ce qui reste en batterie. Et dans l'esprit du chauffage que je vais développer, cette sonde-là, elle est aimantée, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre sur une partie métallique, elle va rester collée. Et l'idée, c'est de déplacer dans la chambre la sonde pour réguler la température du camping-car dans la chambre, et quand vous êtes dans le salon, vous mettez la sonde dans le salon. Voilà. Ça évite de mettre une sonde fixe à un endroit, en plus le long d'une paroi, qui sont souvent froides. Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder comment dialoguer avec ça, avec un ESP32 en BLE, en Bluetooth Low Energy. Ça, c'est une chose. Alors, après, on regardera sur le diagramme psychrométrique à quoi ça peut servir. Alors, ça va servir à réguler, bien sûr, la température du chauffage, mais aussi, avec ça, on peut savoir quand on risque d'avoir de la condensation sur les vitres. Je vais revenir à ma vidéo, je ne sais plus combien c'était, la 9, mais expliquer avec des mesures à partir de ce genre de choses. Dans le chauffage que je vais développer, on va avoir des petits composants comme ça. C'est un BME 280. C'est minuscule, je ne sais pas si vous allez le voir. Et là-dessus, on a comme là-dessus, avec des fils par contre, on mesure plusieurs choses. On mesure la température, on mesure l'hygrométrie, c'est la même chose. Mais en plus, on mesure la pression atmosphérique. Eh oui, parce que température, hygrométrie, ça ne suffit pas pour connaître tous les points d'un diagramme psychrométrique. Donc nous allons revenir là-dessus. Donc c'est vrai que ceux qui sont pressés et qui trouvent que c'est trop long, allez à la fin. Mais chez moi, ça va être long parce que je veux expliquer comment les choses se passent dans la vraie vie, physiquement, et comment les mesurer, les tracer, enfin, les calculer. Donc, le sujet du jour, c'est mesure d'une sonde de température via BLE avec un ESP32 et le diagramme psychrométrique derrière. Et je vais vous expliquer aussi qu'il y a des gens qui vont très vite aussi dans leur truc. Ils disent « Ah, moi j'ai mis un chauffage gasoil, mais il est bien, mais c'est de la merde parce que ça sèche l'air et je descends à... » Bon, moi, à 30% d'humidité relative dans l'air, il n'est pas terrible ce chauffage-là, il assèche l'air. Mais je vais vous expliquer que quel que soit le chauffage, c'est exactement la même chose. Et tout ça d'une manière scientifique, c'est un grand mot, mais à l'aide du diagramme psychrométrique. Voilà, on va regarder ça, et puis je vous expliquerai aussi pourquoi on a de la condensation sur les vitres, et comment éviter celle-ci. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces sondes. Alors ces sondes, vous pouvez les acheter sur Amazon. Là, c'est un lien que je vous fais voir sur AliExpress. Ils sont à 12,49 €. Alors comme je le répète, ces sondes, vous pouvez utiliser la sonde de température interne
est raccordé sur le côté, c'est vendu avec un câble avec une sonde de température externe. On peut les coller sur des surfaces métalliques. Hein. Et regardons maintenant un petit peu à l'écran l'application qui tourne, hein, qui est vendue pour smartphone. Quand vous l'ouvrez, vous avez plusieurs informations. La première information que vous voyez que j'ai entourée, c'est le nom. Alors vous pouvez rentrer un nom de sonde hein, pour la retrouver parmi la liste de tout ce que vous avez. Moi, je mets toujours un numéro, là c'est le 9, et je colle une petite étiquette dessus pour savoir que le 9 c'est celle-ci. Parce que quand je change les piles, il faut savoir que les piles dedans, c'est des piles AAA, hein, 3A, il y en a 2. Ça dure à peu près, allez, je dirais 6 mois. Moi. Des fois, j'hiverne mon camping-car et quand je reviens, ils sont toujours en fonctionnement. Donc là, vous voyez le nom sur la partie gauche. Après, vous avez l'adresse MAC. Alors, dans l'application que j'ai réalisée, il faut noter cette adresse MAC dans l'application pour pouvoir lire la sonde voulue. Et évidemment, moi, je suis dans mon camping-car, j'en ai une quantité industrielle. Bah, pour faire le tri de toutes les trames qui arrivent en Bluetooth, il faut que je puisse identifier la sonde. Après, à droite, vous avez quoi? Vous avez le pourcentage d'usure des batteries. C'est important, parce que comme ça vous permet de voir si vous devez changer la pile ou pas, hein, c'est logique. Mais également, je récupère cette information sur l'ESP32, afin de générer une alarme au niveau du chauffage. Hein, je vous rappelle, hein, toujours dans l'optique de développer un chauffage gasoil thermoélectrique. Donc, en cas de chute importante de la batterie, on peut générer une alarme sonore, un voyant, ou même de la synthèse vocale, parce qu'avec le SP32, on peut gérer de la synthèse vocale. Après, en dessous, vous avez les températures, l'humidité relative, un bouton paramètres, on va regarder ça tout de suite après, et un bouton diagramme, parce qu'on peut faire de la mémorisation de données, aussi bien température qu'humidité relative. Alors vous avez des sondes qui n'ont pas d'affichage et qui mesurent que de la température. C'est ce que je mets en règle générale dans le congélateur, dans le frigo, parce que je n'ai pas besoin d'avoir un affichage dessus. Après, je vais vous faire voir que j'ai contrôlé le bon fonctionnement avec ce thermomètre-là. Voilà. Ici, j'ai une sonde qui comporte un numéro de calibration. Alors, c'est pour tous ceux qui disent que mes vidéos sont longues, c'est bien quand même d'apporter quelques précisions sur ce que je fais. Bon, là, je vous ai mis l'arrière de du thermomètre, et si on va sur la fiche technique, voilà, là, on voit que ce thermomètre étalon doit être beaucoup plus précis que ce que vous étalonnez, sinon ça ne sert à rien. La sonde de température, celle-ci, a une précision de 0,5 degrés, donc le demi-degré, plus ou moins. Ça, c'est ce qui donne, c'est la dérive maximum. On peut mesurer des températures, alors je regarde un petit peu, parce que j'ai plus ça en tête. Voilà. La sonde externe, entre moins 40 et 125 degrés, elle est IP67, donc elle résiste à l'humidité. La sonde interne, qui est dans le thermomètre par lui-même, à l'intérieur de ça, ça va de moins 10 à plus 60 degrés, avec une résolution de 0,5 degrés, et l'humidité relative de 0 à 100%, avec plus ou moins 3 à 4,5% en fonction d'où on se situe dans l'humidité relative. Là-dedans, vous pouvez mémoriser 30 000 points de mesure. Donc, si vous faites température, hygrométrie, ça fait plus que 15 000. 15 000, si vous faites un enregistrement toutes les minutes, vous avez 10 jours d'enregistrement. Voilà. Et on peut enregistrer toutes les 10 secondes ou toutes les heures. On fait un peu ce qu'on veut. On va regarder ça par la suite. La résolution de l'appareil 0,01, c'est l'affichage de mon thermomètre étalon. Hein, il affiche à 0,01 degrés près, mais ce n'est pas la précision. La précision, vous l'avez juste en dessous, voilà.
Ce thermomètre-là est précis, alors étalonné, hein, j'ai un certificat d'étalonnage, à 0 degré, 0,02. 2 centièmes de degré dans une certaine plage de température. Et juste en dessous, vous voyez que dans une autre plage de température, il est à 0,03 degrés. J'ai contrôlé donc ces fameuses sondes et on est pile poil dedans. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on peut étalonner. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez une dérive de 0,1 degré, souvenez-vous, c'est 0,5 degré, mais quand, avec le thermomètre étalon, je suis à 0,1, je peux lui dire, tu ajoutes 0,1 ou tu retrais 0,1 degré de ce que tu mesures pour pouvoir être encore beaucoup plus précis. Voilà, je termine là-dessus. Je vais vous faire voir un petit peu l'application qui tourne. Je vais le lancer. Voilà, c'est parti. Là, vous voyez sur l'application toutes mes sondes de température. Donc, il y en a qui ont température hygrométrie, il y en a d'autres qui ont que la température sans l'hygrométrie. Comme je l'expliquais, quand je mets dans le congèle, c'est pas la peine d'avoir l'humidité relative. Voilà, on va remonter tout en haut. Là, si on clique sur paramètres, voilà, vous pouvez changer le nom en haut. Voilà, là, j'ai mis arrière frigo, parce que je mets des sondes derrière le frigo pour voir la température qu'on a derrière, quoi. Voilà, là, c'est les fréquences d'enregistrement qu'on peut paramétrer. Quand on change la fréquence, on perd la mémoire, il faut redémarrer à 0. Ici, c'est l'étalonnage de la température et de l'humidité relative. En dessous, vous pouvez créer des alarmes. Voilà, en gros, comment fonctionne le système. Vous pouvez télécharger les données. Là, je vais lancer, vous voyez, ça tourne. Bon, là, c'est les mesures. Ça, c'est l'export en CSV. Hein, de telle date à telle date, on exporte les données, puis après, on les travaille sous un autre logiciel. Et là, vous voyez en haut, loading, 18%, 19%. Je suis en train de télécharger la température. Et une fois qu'il aura téléchargé la température, il téléchargera l'humidité relative. Et en dessous, vous voyez les courbes, on peut regarder à la journée, à la semaine, au mois. Enfin, on peut faire pas mal de choses là-dessus. C'est, voilà, pour vous dire, ça c'est l'outil, et c'est ce que je compte mettre dans le chauffage. Hein. Donc des sondes, enfin une sonde comme ça, que je déplace de l'avant à l'arrière du camping-car pour pouvoir bien mesurer l'endroit où on vit, en fait, hein, où on dort, ou l'espace de vie. Voilà. Et ça évite de tirer des fils. Bon, maintenant, on va passer à la partie ESP, la lecture des mesures, pour ceux que ça intéresse. Alors voilà l'ESP que j'utilise en règle générale. C'est l'ESP32 Vroom. Hein, ça s'appelle comme ça. Il y a le Bluetooth, donc les deux versions de Bluetooth, hein, le BLE et le classique. Il y a le Wi-Fi, et puis bon, tous les 38 pins pour pouvoir piloter ou lire des sondes. Il a pas mal de capacité mémoire, on est à 4 mégabits en mémoire et 240 MHz en vitesse. Donc c'est une petite bête de course, et c'est surtout nécessaire d'avoir ce type de processeur pour le développement du chauffage. Vous verrez, il a beaucoup de choses à lire, beaucoup de calculs à faire, donc un ESP assez rapide est vraiment nécessaire. Bon, nous voilà dans l'interface de développement Arduino IDE. Alors moi j'ai la version 2.3.6, a priori à ce jour c'est la dernière version. Pour ceux qui ne connaissent pas, le code que vous voyez à l'écran, je vais le mettre à disposition. Il suffira d'aller tout simplement le télécharger et de venir le copier dans l'interface. Au niveau des paramétrages, bon là on ne voit pas bien, mais il faut se mettre sur, bien sûr, le bon port COM sur lequel est raccordé votre Arduino. Bon, de toute façon, ça s'affiche. Et choisir ESP32 Dev Module. Il y a plein de ESP32. Il faut choisir le Dev Module. Après, on va regarder dans les grandes lignes. Tout ce que vous voyez là, ce sont des bibliothèques. Alors, si vous ne les avez pas de disponibles, vous pouvez venir les télécharger ici. Hein. Et de toute façon, vous aurez des messages d'erreur au moment de la compilation. Là, vous avez l'adresse MAC
de votre sonde. Donc il suffit de télécharger sur votre smartphone le logiciel qui est gratuit, qui est disponible avec les sondes, et là vous avez l'adresse MAC. Bon, c'est pas plus compliqué que ça, vous regardez l'adresse MAC, vous la copiez ici, et ça va fonctionner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'interface graphique de l'IDE, dès que vous avez rentré toutes les informations, voilà, moi ici à la fin, je mets un petit thermomètre plus température et on va afficher la température, l'humidité relative et la batterie. Vous cliquez ici pour téléverser. Là vous téléversez. Je vais mettre un peu plus de place. Voilà. Alors, ça met un certain temps. Moi, j'ai un PC qui est puissant, donc ça va relativement vite. Mais c'est toujours trop long quand on attend. Voilà. Là, il a bientôt terminé de compiler. Et une fois qu'il a compilé, il va charger dans l'ESP. C'est pas plus compliqué que ça. Ceux qui hésitent, vous avez vu, ça vaut 9 € un ESP. Vous l'achetez, vous faites des essais. Voilà. Là, il est en train de charger dans le processeur. Quand il va arriver à 100%, je vais afficher ici dans l'interface. Voilà, alors je vais agrandir pour que ça soit un peu plus visible quand même. Voilà. Et là, on a quoi? Les températures qui s'affichent, l'humidité relative et le pourcentage de la batterie. Donc il fait ça régulièrement, ça balaye, ça tourne. Voilà, comment ça fonctionne. OK? Donc ça, et puis ici, ça rappelle de temps en temps tout un tas de codes. Mais ce qui importe, c'est ce qui est affiché ici. Après, vous pouvez réutiliser ça pour faire du développement, ce que vous voulez. Bon, en fait, des fois, on fait des choses sans que ça soit réellement utile, juste pour faire travailler les ménages et dire qu'un c'est super, j'arrive à lire sur mon PC une sonde de température qui coûte une quinzaine d'euros et qui est vraiment pas mal. Voilà. Bon, vous voyez. Alors, la température, il y a une petite hystérésie de 0,4 degrés, 43, 91, 40. Vous voyez. Puis même le pourcentage, il varie un petit peu. D'ailleurs, quand on regarde ce qui est affiché ici, en pourcentage de batterie, ça varie exactement de la même manière. Hein, parce que, évidemment, ce qu'on reçoit, c'est ce qu'il affiche là. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous faire voir l'interface IDE, comment télécharger le programme. Maintenant, on va regarder un peu plus dans le détail l'humidité relative avec un diagramme, le diagramme psychrométrique. C'est là qu'on voit l'utilité de tout ça par la suite. Quand je vais faire la régulation du chauffage avec un petit composant que j'ai parlé tout à l'heure qui est ici, qui lui fait la même chose, il mesure température hygrométrie avec une bonne précision, mais en plus il mesure la pression atmosphérique. Et pourquoi la pression atmosphérique? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà un exemple de diagramme psychrométrique. Et je vais vous faire voir, il y en a plusieurs. Voilà, là il y en a un autre. Encore un autre, et voilà. Pourquoi il y en a plein? Tout simplement à cause de l'altitude. Ici, vous êtes à 0 mètres. Ici, à 750 mètres. Ici, à 1500 mètres. Et quand on les regarde comme ça, on se dit, mince, c'est la même chose. Eh bien non, c'est pas la même chose. On va rentrer dans le détail. Voilà, il y a des calculs qui sont différents en fonction de l'altitude et donc en fonction de la pression atmosphérique. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que mon petit composant mesurait la pression atmosphérique. Pourquoi? Pour être au plus juste au niveau des diagrammes. On va regarder un petit peu comment se lit un diagramme psychrométrique et à quoi ça sert aussi, surtout. Allez, on s'attaque au diagramme. Alors, là, regardez, je suis avec un diagramme à 0 mètre d'altitude. Hein, on a vu qu'il y avait des diagrammes pour chaque altitude. Enfin, pas exactement pour chaque altitude, pour chaque tranche d'altitude. On passait de 0 à 750, à 1000 mètres, à 1500 mètres. Bon, on doit en pouvoir en trouver beaucoup.
Là, on part pour la démonstration à 0 mètre, c'est-à-dire au niveau de la mer. Alors, ce diagramme sert à comprendre l'évolution de l'air, si on le chauffe, si on l'humidifie, si on le refroidit. Ça sert à comprendre ça et à nous amener aussi des valeurs que nous allons voir. Alors, je vais commencer par tracer. Donc, vous voyez ici en bas, vous avez des températures. Là où j'ai ma croix qui se balade. On va partir à 20 degrés. Ici, les traits rouges en biais, c'est le pourcentage d'humidité relative. Donc, on va partir sur 50% et 20 degrés, c'est-à-dire ici, le point. Donc, je vais monter. Voilà, 50%, c'est celui qui est là. Voilà, je suis bien à 50% là. Vous voyez. Et on va partir à droite. Voilà, ici. Et ici, qu'avons-nous sur la droite? Nous avons la quantité d'eau par kilogramme d'air sec. Donc là, on est en kilogrammes, c'est-à-dire 0,008 kg, c'est-à-dire 8 grammes d'eau par kilo. D'accord? Maintenant, il y a combien de kilos dans un mètre cube? Alors là, on monte ici sur cette droite-là en travers, voilà, et on s'aperçoit qu'on a 0,84. Mais là, c'est des mètres cubes par kilo. Donc, il faut faire la fonction inverse. On divise 1 par 0,84. Et on sait qu'on a, par mètre cube, 1,19 kg. 1,2 kg d'air dans chaque mètre cube. On a un camping-car qui fait 7 mètres de long. On va prendre cette base-là. 2,20 mètres de large, 2 mètres de haut. C'est à peu près la surface de mon intégrale. Il fait 7,50 mètres de long, mais il y a le capot avant. Bon. Ça fait 31 mètres cubes, hein, en gros. Donc, dans 31 mètres cubes, fois 1,19 kg par mètre cube, nous avons 37 kg d'air dans le camping-car. Voilà. Je vous rassure, à la pesée, ça ne se mesure pas. Donc, 37 kg d'air dans les 31 mètres cubes. Et nous avons dit 8 grammes d'eau par kilogramme, ce qui veut dire que ça, on a 296 grammes d'eau dans l'air du camping-car. 296 grammes d'eau. Voilà. On est à 20 degrés, 50%, on est quasiment 300 grammes d'eau dans l'air du camping-car. Vous êtes 2 personnes dans le camping-car. Il faut savoir que chaque personne, en fonction de sa taille, sa corpulence et tout ça, évacue entre 40 et 60 grammes d'eau par la transpiration, par la respiration surtout, par heure. Donc avec votre épouse, vous le soir à 20h, vous rentrez dans le camping-car, vous restez jusqu'au lendemain 8h du matin, vous êtes resté 12 heures dans le camping-car, à 2 ça fait 100 grammes par heure, voilà, vous faites le calcul. Là, on va partir simplement sur 3 heures. Donc, 3 heures à 2, vous allez évacuer 300 grammes d'eau dans l'air, dans vos 31 mètres cubes. On a vu qu'au départ, les 31 mètres cubes qu'on avait à 50%, tel que c'est écrit sur le diagramme, c'était 296. On additionne les deux, 296 plus 300 grammes. Au bout de 3 heures, vous avez augmenté l'humidité dans les 31 mètres cubes à 596 grammes. Là, on imagine qu'il n'y a pas de renouvellement d'air, vous n'avez pas ouvert les fenêtres, les portes et tout ça. Bon, il y a toujours du renouvellement d'air, mais on part sur l'idée qu'il n'y en a pas. Donc 595 grammes. Maintenant, je vais tracer, et on va le tracer en vert, on va monter ici. On va monter jusqu'à 100%. Et là, on est à 100% d'humidité dans l'air. Et si on part sur le poids de l'air, il a évolué le poids de l'air. On est à 0,85. Tout à l'heure, on était à 0,84.
Donc 0,85, donc 1 divisé par 0,85, vous vous retrouvez avec 1,176 kg d'air par mètre cube. On a 31 mètres cubes, ce qui veut dire que on a le poids total de l'air, 36,5 kg. Ce qui représente, en fait, si on trace ici, quasiment 0,16 grammes. Donc si vous faites la division, vous apercevez que vous arrivez à 16 grammes. Donc 16 grammes, c'est ici. Vous voyez, on est un peu en dessous, c'est-à-dire qu'en un peu moins de 3 heures, vous êtes arrivé à 100% d'humidité dans l'air. Maintenant, on va parler du bulbe humide. Alors, on va prendre une couleur, celle-ci, qu'on était à 20 degrés et 50%. Alors, 50%, je vous rappelle, c'est ici. 50%, on descend, on est là. 0,84 m3 par kilo. Et si vous redescendez ici tout droit, vous arrivez sur le point de rosée, bulbe humide, 17 degrés. C'est-à-dire que si votre vitre ou votre paroi est à 17 degrés parce qu'il fait froid dehors, ben vous avez la condensation qui se met sur la vitre. D'accord ? Et quand vous arrivez ici à 100%, et ben si vous faites la même chose, vous avez de la condensation à 20 degrés puisqu'on est sur le même point, on est à saturation. D'accord ? Tout ça pour dire que plus vous avez d'humidité, plus la paroi peut être chaude et vous avez quand même de la condensation. Voilà. Ce qu'il faudrait faire, c'est souffler de l'air chaud sur les vitres du camping-car pour pouvoir augmenter la température de la vitre et de passer ici au-dessus. Vous voyez ? C'est ce qu'on fait quand on dégivre le pare-brise d'une voiture ou qu'on met sur les vitres arrière les résistances en marche. Hein. On fait augmenter la température de la vitre pour s'éloigner du point de rosée. Voilà. Voilà à quoi sert le diagramme psychrométrique. Ça permet de comprendre les évolutions. Alors au niveau des évolutions, on va prendre le stylo rouge. Voilà. Et on va dire que allez, le camping-car est à 17 degrés. D'accord ? Il est à 17 degrés avec ici 50% toujours. Oui. Voilà, je trace. Vous avez déjà moins de quantité d'eau dans l'air. Plus vous chauffez, vous déplacez comme ça. Ici, je suis à 25 degrés. Ici à 30. Ici à 35. Ici à 40. Plus vous chauffez l'air du camping-car, plus l'humidité relative chute. Ici, on est à 30%, ici à 20%, ici, on est à 10%. Voilà. Donc, en fait, si on se met là, quand on vous a soufflé de l'air à 46, 47 degrés, ben vous n'êtes plus qu'à 10% d'humidité relative. C'est pour ça, quand vous regardez des vidéos, j'en ai vu un paquet où le gars, il disait « Oh là 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 là, mon chauffage, il est bien, mais alors par contre, il a un gros problème, il sèche l'air. » Ben, c'est normal, tous les chauffages sèchent l'air. Du moins, fait chuter l'humidité relative. Vous avez toujours la même quantité, mais vous faites chauffer l'humidité relative. Alors, qu'est-ce que vous faites en règle générale ? Vous mettez dans la maison sur les radiateurs, surtout chez moi, j'ai des radiateurs en fonte. Ben, je mets des saturateurs, je mets des petits trucs en porcelaine avec de l'eau dedans. L'eau s'évapore, et même si le radiateur il est chaud, en s'évaporant, je fais monter l'humidité relative, vous voyez, en mettant de l'eau dans l'atmosphère. Vous voyez, vous comprenez ? Alors on va enlever les derniers trucs. Maintenant, si vous travaillez en tout air neuf, je m'explique. Moi, mon chauffage, l'autotherme que j'ai mis, le chauffage gasoil, au début, je l'avais mis en recyclage, et quand je suis parti au Cap Nord, je me suis dit que je vais passer en tout air neuf. Donc, j'ai eu des moins 21 au Cap Nord.
Allez, on va partir sur la base de 0 degré. S'il fait 0 degré et ici, je me mets sur ce trait-là, 80% d'humidité dans l'air. En réalité, on va passer en vert, ça va mieux se voir. Si vous regardez bien, le poids d'eau, hop là, j'ai loupé mon coup. Le poids d'eau dans l'air est faible. La quantité d'eau. Alors évidemment, quand je chauffe l'air extérieur pour l'amener dans le camping-car, il faut déjà ramener l'air de 0 degré. Et là, comme je vous l'ai dit, j'avais du moins 21 la nuit, à 20 degrés, la zone où la température qu'on souhaite avoir dans le camping-car, mais même plus chaud que ça, parce qu'après, il faut combattre les déperditions. Mais n'empêche que j'ai un taux d'humidité, même avec un pourcentage élevé, j'ai très peu d'eau dans l'air. Et même si j'augmente ma température, dans ce sens-là, eh ben, j'ai pas de chance avec mon truc, eh ben, on a quand même des pourcentages d'humidité relative faibles. Et on a surtout des températures, comme on a un poids d'eau qui est faible dans l'air, eh ben, au niveau du point de rosée, on est tranquille, on n'a pas d'humidité dans le camping-car, mais par contre, il faut chauffer l'air froid qui est dehors à l'amener à une température suffisamment. Moi, je souffle à peu près à 70 degrés, en passant de 0 en pleine puissance, ça souffle à 70. Ça suffit à combattre les déperditions des parois, puisqu'en fait, on met le camping-car en surpression. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'air qui rentre par le pédalier, par les différents endroits non étanches du camping-car, puisque vous soufflez de l'air dedans, il est en surpression, et là, vous maîtrisez les apports d'air extérieur, et vous renouvelez l'air du camping-car. Voilà. Voilà à quoi sert le diagramme psychrométrique, mais là, on l'utilise d'une manière manuelle. Ce que je vais faire dans mon chauffage gasoil thermoélectrique, et ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus, avec ce petit composant-là, qui mesure la pression atmosphérique, et je vais calculer tous ces points-là. Alors, il y a d'autres points qui sont ici, qui sont les enthalpies. Les enthalpies, ce sont des quantités de chaleur par kilogramme d'air également. C'est-à-dire que quand... Allez, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Admettons que vous soufflez... allez, on a de l'air. Ici, on va se dire à 50%. Voilà. On a une enthalpie ici. Là, on chauffe de l'air, je sais pas moi, à 50 degrés. On va partir, donc si on est sur une base comme ça, voilà, et qu'on remonte dans l'autre sens, voilà. C'est plutôt comme ça. Voilà, on passe ici d'une enthalpie de 30 à une enthalpie de 70 par kilogramme d'air, et en fonction du volume que vous faites passer dans votre chauffage, eh bien, vous pouvez calculer exactement la quantité de chaleur que vous amenez, ou, si vous faites des études, la quantité de chaleur que vous avez besoin pour faire cette élévation de température. Ça, c'est une chose. Moi, ce petit composant-là, je vais l'utiliser, on reviendra dessus. Est-ce que tous ces points-là que vous voyez sur l'écran, je vais les calculer, bien sûr. Et puis, ça sera beaucoup plus précis que l'épaisseur du trait. Est-ce que mes lignes sont bien droites ou pas sur le diagramme, les calculs, c'est toujours très précis. Et là, on va pouvoir avoir des informations précises et des informations qu'on n'a même pas sur ce diagramme. Je m'explique. Je vais calculer la masse d'oxygène que j'ai dans l'air en fonction de la température, l'hygrométrie et de la pression atmosphérique, de l'altitude, mais pas que, puisqu'on peut avoir une pression donnée à une certaine altitude, mais avec les conditions météo, ça fait bouger soit dans un sens, soit dans l'autre. Là, en mesurant, je vais avoir exactement le taux d'oxygène que je vais amener à mon brûleur.
Alors ça s'appelle du comburant. Le carburant, c'est le gasoil, ou le gaz, hein, et le comburant, c'est la quantité d'oxygène qu'on amène au brûleur pour pouvoir avoir la meilleure combustion possible. Donc pour connaître la meilleure combustion possible d'un chauffage gasoil et celui que je vais, que je vais concevoir, je vais mesurer exactement la masse, pas le volume, la masse de gasoil que j'injecte avec la pompe. Chaque fois qu'on donne une impulsion, il y a un certain volume. Connaissant la température du gasoil, on va connaître sa masse, combien j'injecte dans le brûleur. Et en mesurant le débit d'air, en calculant la masse de l'air, et à l'intérieur de la masse de l'air, la masse d'oxygène, je vais pouvoir faire le meilleur mélange possible pour avoir un chauffage qui a un rendement maximum et surtout un encrassement minimum. C'est passionnant tout ça. Mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc je vais vous expliquer comment fonctionnent tous les petits composants que je vais ajouter, les ventilateurs, et puis à la fin je vais faire une maquette. Enfin, mon imprimante elle tourne H24 pour faire une maquette grandeur nature avec les échangeurs, enfin tout ce qu'il va y avoir dedans, y compris des moteurs de registre, parce que comme je vais mesurer l'hygrométrie, je reviens sur l'hygrométrie à l'intérieur du camping-car, et que je vais connaître la température, l'humidité à l'extérieur et la pression atmosphérique, je vais pouvoir faire des mélanges d'air de telle sorte à ne pas atteindre le point de rosée et éviter la condensation sur les parois, autant que possible. Parce qu'après, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Voilà un petit peu l'évolution à venir, les prochaines vidéos qui vont apparaître. Et la prochaine, ça sera sur le BME 280, qui est le petit composant. Mais bon, ça sera encore autre chose. Et là, ça sera beaucoup de calculs. Et je donnerai aussi le code de l'ESP32 si vous voulez récupérer ces informations-là. Calculer les enthalpies, la masse de l'air, les points de rosée, les bulbes humides et la quantité d'oxygène dans l'air. Parce que je rappelle quand même que la quantité d'oxygène dans l'air, qu'on soit au bord de la mer ou à 4 ou 5 000 mètres d'altitude, le pourcentage en volume est identique. Quand on dit on monte en montagne et on a moins d'oxygène, non, on a toujours la même quantité d'oxygène dans l'air. La seule chose, c'est que la masse de l'air variant, le volume massique de l'oxygène est moindre. Voilà. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on est obligé de respirer plus fort pour amener plus d'air pour pouvoir compenser cette masse d'oxygène en moins. Et le brûleur d'un chauffage, c'est exactement la même chose. Lui, il a besoin de comburant et de carburant pour pouvoir avoir une bonne combustion interne. Eh bien, nous sommes exactement dans la même configuration. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Alors, c'est une vidéo qui va être encore longue. Mais bon, je vous dis, moi, je ne vends rien. J'essaye d'expliquer au mieux, pas toujours facile, comment fonctionnent les choses pour que les gens ils aient une meilleure compréhension de leur environnement avec des mesures physiques, avec des diagrammes. Et il y a plein de choses à dire sur plein de techniques, hein, y compris sur la climatisation, parce que je vois il y a des gens qui vantent des petits climatiseurs, vous savez, où on met le tuyau qui rejette à l'extérieur. Ça, c'est une aberration. Un jour, il va falloir que je m'attaque à ça. Voilà. Donc, allez, je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous de bien profiter de vos camping-cars. Allez, au revoir.